À une ère dominée par la charge tonitruante de la cavalerie lourde, ce tremblement de terre d'acier et de fureur qui, durant des siècles, avait décidé du destin des nations sur le champ de bataille. À une époque où le soldat d'infanterie n'était guère plus que de la chair à canon, et où la seule formation qui inspirait une véritable effroi était l'impénétrable et hérissé mur de piques suisses, une muraille d'hommes et de lances contre laquelle s'écrasaient et mouraient les rêves des rois et des princes. Dans cette ère, un homme de Cordoue, un noble andalou, regarda le chaos, le fracas et le sang, et y vit un avenir différent. Un avenir qui n'appartenait pas au seigneur féodal sur son destrier, mais à un soldat à pied, un soldat ordinaire, mais transformé, armé de 3 outils simples qui, entre ses mains, allaient devenir la trinité d'une nouvelle façon de tuer. Une pique pour arrêter la bête d'acier, une épée courte pour les distances rapprochées, et le pouvoir révolutionnaire, chaotique et assourdissant du feu. Ceci nous amène à une question qui résonne à travers les siècles. Comment un noble castillan, éduqué dans les traditions de la guerre chevaleresque, un homme dont le destin semblait être celui de n'importe quel autre de sa classe, a-t-il non seulement conquis des royaumes lointains pour une Espagne à peine naissante, mais a-t-il, ce faisant, démoli les piliers de l'art militaire qui étaient restés debout pendant 1000 ans? Comment a-t-il réussi à réinventer complètement la guerre, en prenant ses éléments les plus fondamentaux, l'homme, la terre, l'acier et la poudre, et en les combinant d'une manière si radicalement nouvelle qu'il a donné naissance au type de soldat qui allait dominer sans pitié les champs de bataille d'Europe pendant les 150 années suivantes? Cet homme, c'était Gonzalo Fernández de Córdoba. Un nom qui pour beaucoup aujourd'hui peut sembler lointain, mais qui en son temps fut synonyme de génie. Il fut l'épée la plus acérée des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Il fut l'architecte de leurs ambitions en Italie, le stratège qui leur livra sur un plateau d'argent l'opulent royaume de Naples. Mais l'histoire, toujours juste lorsqu'il s'agit de distiller l'essence d'une légende, se souvient de lui sous le seul surnom qui lui rende vraiment justice. Un titre qui ne lui fut accordé par aucun roi, mais par l'admiration de ses ennemis et la dévotion de ses propres soldats, des hommes qui l'auraient suivi jusqu'aux portes de l'enfer. Ils l'appelèrent, simplement et sobrement, le grand capitaine. Dans ce voyage, nous n'allons pas seulement raconter sa vie. Nous allons assister à quelque chose de bien plus profond. Vous allez découvrir comment la vision de ce seul homme ferma à jamais le lourd et poussiéreux livre de la guerre médiévale. Un livre rempli de codes d'honneur, de charges glorieuses, de duels individuels et d'une brutalité désorganisée. Et de la même main avec laquelle il ferma ce livre, il prit une plume trempée dans l'encre et le sang pour écrire le premier chapitre de la guerre moderne. Un chapitre défini par la discipline de fer, la coordination létale de différentes armes, la logistique comme arme principale et une nouvelle et terrifiante efficacité dans l'art de la destruction. Si la stratégie militaire vous passionne, non pas comme un simple catalogue de batailles, mais comme le jeu d'échecs le plus complexe et le plus mortel jamais conçu. Si vous croyez fermement au pouvoir de l'innovation, à la manière dont une idée audacieuse peut renverser des empires et des traditions qui semblaient éternelles, ou si simplement vous voulez comprendre l'origine précise, le point exact sur la carte de l'histoire où naquit la légendaire et imbattable hégémonie militaire espagnole, celle qui forgea un empire où le soleil ne se couchait jamais. Alors, l'histoire du grand capitaine n'est pas seulement intéressante, elle est indispensable. C'est la pièce maîtresse qui explique tout ce qui a suivi. Nous suivrons ses pas depuis le début. Nous verrons comment son génie s'est forgé dans le creuset de la guerre de Grenade, la dernière croisade sur le sol européen, où il apprit à valoriser la guérilla, la ruse et la résistance du soldat d'infanterie. Nous voyagerons avec lui en Italie, où il subira une humiliante et écrasante défaite initiale à Seminara, une catastrophe qui pour tout autre général aurait signifié la fin de sa carrière, mais qui pour Gonzalo fut l'étincelle qui alluma tout, la leçon de sang qui l'obligea à tout remettre en question, à briser le moule. Nous serons témoins de la façon dont, à partir de cette cendre, il crée une nouvelle manière de combattre, une doctrine mortelle qui combine la solidité de la pique, l'agilité de l'épée et la terreur paralysante de l'arquebuse. Nous le verrons déchaîner sa nouvelle machine de guerre lors des victoires légendaires de Cerignole et du Garigliano, des batailles qui ne furent pas de simples affrontements, mais des symphonies d'anéantissement parfaitement orchestrées qui laissèrent l'Europe bouche bée.
Et enfin, nous explorerons l'ironie la plus amère de sa vie, la tragique et profonde méfiance du roi à qui il avait livré un royaume, la peur d'un monarque face à la grandeur de l'homme qu'il avait lui-même créé. Ainsi, la question finale, celle qui nous guidera à travers toute cette histoire, est la suivante. Quelle sorte de vision faut-il? Quelle étrange alchimie d'intelligence, d'audace et d'expérience est requise pour regarder la fumée dense, sale et peu fiable d'une arquebuse primitive, une arme que la plupart des commandants de son temps méprisaient comme un jouet bruyant et inefficace, et y voir non seulement une arme, mais l'avenir d'un empire. Comment peut-on voir le destin dans cette fumée, quand tous les autres ne sont capables de voir que le noble et familier éclat de l'acier? Pour comprendre l'homme qui allait redessiner la carte de la guerre, nous devons d'abord retourner à son origine, à la terre qui l'a vu naître. Montilla, au cœur du royaume de Cordoue, 1er septembre 1453. Gonzalo Fernández de Cordoba vint au monde au sein de la petite noblesse, un berceau aux privilèges limités. Il était le deuxième fils, et dans la structure rigide de la Castille du XVe siècle, cela voulait tout dire. Il n'était pas destiné à hériter des terres, ni du château, ni du titre principal de la famille Aguilar. Son avenir, comme celui de tant de fils cadets, s'inscrivait à la croisée de deux uniques chemins. L'Église, un destin de pouvoir par la parole et l'influence, ou l'armée, une voie plus incertaine, un chemin de sang et d'acier où l'honneur et la fortune devaient se gagner à la force du poignet, où votre nom ne vaudrait que ce que votre épée pourrait défendre. Gonzalo choisit l'épée. Son enfance et sa jeunesse ne se déroulèrent pas dans l'isolement rural, mais dans l'épicentre du pouvoir castillan. Il fut élevé à la cour, un foyer d'alliance, d'intrigue et d'ambition. Et là, entre les couloirs et les salons du pouvoir, il forgea une relation proche, presque fraternelle, avec celle qui deviendrait un jour l'une des monarques les plus décisives de l'histoire, la future reine Isabelle. Ce lien précoce ne fut pas une simple donnée biographique. Il serait le fondement d'une loyauté inébranlable qui définirait toute sa carrière. Mais la cour apprend à se mouvoir parmi les loups, non à les dompter. Son véritable baptême du feu, sa formation authentique et brutale, viendrait avec le dernier grand conflit de la Reconquista, la guerre de Grenade. Ce ne fut pas une campagne courte et glorieuse. Ce fut une décennie entière, de 1482 à 1492, de lutte acharnée. Une guerre longue, sale et désespérée, qui devint sa véritable académie militaire. Oubliez les salles de classe et les manuels. L'université de Gonzalo fut les Sierras escarpées d'Andalousie, et ses maîtres furent la faim, la peur et la nécessité. Là, il apprit tout. Il comprit la guerre de siège à grande échelle, la patience infinie et l'ingénierie nécessaire pour faire tomber une ville fortifiée. Mais aussi, et c'est crucial, il apprit l'art opposé, la guerre irrégulière. Les talas, ces incursions rapides et destructrices en territoire ennemi, ne servaient pas seulement à piller. Elles lui enseignèrent une leçon que la plupart des généraux de son époque ignoraient, l'importance vitale de la logistique. Il comprit qu'une armée ne se déplace pas sur ses pieds, mais sur son estomac et ses lignes de ravitaillement. Et il vit de ses propres yeux comment une force plus petite et plus agile, connaissant le terrain, pouvait saigner à blanc une armée bien supérieure. L'adaptabilité n'était pas une option, c'était la seule façon de survivre. Et dans les derniers moments de cette guerre exténuante, lorsque les armes se turent temporairement, Gonzalo démontra que son génie ne se limitait pas au champ de bataille. Il fut une figure clé dans les négociations finales pour la reddition de Grenade, traitant directement avec le dernier sultan Nasrid Boabdil. Là, aux antichambres de l'histoire, il se révéla aussi habile et persuasif avec la parole qu'il l'était avec l'épée. Grenade lui donna de l'expérience, lui donna du renom, mais par-dessus tout, elle lui donna une vision complète de ce que signifiait la guerre sous toutes ses facettes. Et juste au moment où il semblait avoir atteint le sommet, le destin lui présenta un défi infiniment plus grand. Les rois catholiques l'envoyèrent en Italie pour défendre leurs intérêts dans le royaume de Naples. Et en Italie, Gonzalo rencontra le futur. Il affronta les deux armées les plus modernes et les plus redoutées de l'époque. D'un côté, l'invincible cavalerie lourde française. Leurs gendarmes n'étaient pas de simples cavaliers. Ils étaient une avalanche de fer et de lignage. Des nobles cuirassés de la tête aux pieds, montés sur des bêtes énormes,
considéré comme la force de choc ultime, le marteau qui écrasait tout sur son passage. De l'autre côté, les carrés disciplinés et létaux des piquiers suisses. Des mercenaires, certes, mais les meilleurs du monde. Un hérisson d'acier de milliers de lances de 5 mètres, une machine à marcher et à tuer qui avançait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie et contre laquelle la cavalerie traditionnelle était inutile. Le 28 juin 1495, près de Seminara, Gonzalo Fernández de Córdoba affronta ses forces. Il fit ce qu'il savait faire. Il combattit de manière conventionnelle, à la castillane, en se fiant à la charge de sa propre cavalerie. Et il fut écrasé, balayé du champ de bataille. Ses forces furent anéanties, et il dut lui-même fuir pour sauver sa vie. Ce ne fut pas une simple défaite, ce fut une humiliation absolue. Un échec si retentissant qu'il laissa une profonde cicatrice dans son orgueil. Mais cette cicatrice fut la leçon la plus brutale et sans aucun doute la plus importante de toute sa vie. Dans le goût amer de cette défaite, Gonzalo comprit une vérité fondamentale. Il ne pouvait pas gagner en jouant avec les règles des autres. Il ne pouvait pas vaincre la meilleure cavalerie du monde avec plus de cavalerie, ni le meilleur mur de pique avec plus de piques. Il devait briser les règles du jeu. Il devait créer ses propres règles. Et c'est là, dans le sillage du désastre, que naît la légende. Gonzalo se retire, analyse, réfléchit. Et de cette réflexion naît sa solution révolutionnaire. L'infanterie d'armes combinée, organisée en une nouvelle unité tactique qu'il nomma Coronelia, l'embryon direct des légendaires tercios espagnols. C'était une idée aussi simple dans sa conception que létale dans son application. Il intégra 3 types de soldats en une seule entité, chacun couvrant les faiblesses de l'autre. Premièrement, les piquiers. Ils formeraient un mur défensif, une enclume d'acier impénétrable, pas nécessairement pour attaquer, mais pour recevoir et briser la charge de la toute-puissante cavalerie française. Ils étaient l'encre de son armée. Deuxièmement, les rodeleros, des soldats équipés d'un bouclier rond, la rodella, et d'une épée courte. Ils étaient sa dague. Une fois que la charge de cavalerie s'écrasait et se désorganisait contre les piques, ou lorsqu'il fallait assaillir une formation de piquiers ennemis, vulnérables dans le combat au corps à corps, les agiles rodeleros s'infiltraient dans le chaos pour massacrer à courte distance. Et troisièmement, la clé de voûte, la pièce qui changea tout, les arquebusiers. Avant le grand capitaine, les armes à feu étaient un soutien, une nuisance, quelque chose de secondaire. Il vit leur véritable potentiel. Il les transforma en l'élément central et décisif de la bataille. Ils étaient le marteau. Il les déploya non pas derrière, mais sur les flancs, protégés par les piques, afin qu'ils puissent tirer des salves concentrées sur la cavalerie qui approchait, la désorganisant et semant la panique avant même qu'elle n'arrive au contact. Il comprit que le plomb pouvait tuer un noble chevalier tout comme un paysan, et que la peur du feu était une arme psychologique dévastatrice. Mais ce hardware militaire avait besoin d'un software pour fonctionner. Et ce fut son autre grande révolution, la discipline et la logistique. À une époque dominée par des mercenaires versatiles qui changèrent de camp pour une meilleure offre, Gonzalo s'assura que ses hommes recevaient leur paie ponctuellement. La buena paga, la bonne paie, comme il l'appelait. Ce simple acte administratif transforma ses soldats. Il garantit leur loyauté, cimenta une discipline de fer et professionnalisa son armée. Ces hommes ne se battaient pas seulement pour de l'argent, ils se battaient pour un général qui se souciait d'eux, qui les respectait et qui les menait depuis le front. Ainsi, en renaissant des cendres de Seminara, Gonzalo Fernández de Córdoba n'était plus seulement un vétéran de Grenade, il était quelque chose de nouveau. Il était l'architecte d'une machine de guerre parfaitement huilée, avec un système tactique révolutionnaire et une armée professionnelle et loyale pour l'exécuter. Il était positionné non seulement pour gagner sa prochaine bataille, mais pour changer à jamais l'histoire de la façon dont les hommes s'entretuent. Le monde ne le savait pas encore, mais l'ère du grand capitaine venait de commencer. Avec son armée réformée, sa doctrine forgée dans le feu de la défaite et une nouvelle confiance en son système, Gonzalo Fernández de Córdoba retourne en Italie pour la Seconde Guerre de Naples. Cette fois, il n'est pas un général novice.
C'est un innovateur, un architecte de la guerre sur le point de présenter son œuvre. Et son théâtre d'expérimentation ne pourrait être plus exigeant. De nouveau, l'armée française, considérée par tous comme la machine militaire la plus formidable du monde. Le grand capitaine était sur le point de déchaîner sa révolution, et l'histoire retenait son souffle pour voir le résultat. La première épreuve ne tarda pas à arriver. Au printemps de 1503, près de la petite localité de Sérignolles, le destin les mit face à face. L'armée française, commandée par le duc de Nemours, était supérieure en nombre total, et surtout, possédait un avantage écrasant dans son arme de prédilection, la cavalerie lourde. Ils étaient assoiffés de sang, cherchant activement l'armée espagnole pour l'anéantir dans une bataille rangée, le type d'affrontement qu'ils gagnaient toujours. Mais Gonzalo n'était pas un sot. Il refusa catégoriquement de se battre selon les termes de l'ennemi. Là, il apprit tout. Il comprit la guerre de siège à grande échelle, la patience infinie et l'ingénierie nécessaire pour faire tomber une ville fortifiée. Mais aussi, et c'est crucial, il apprit l'art opposé, la guerre irrégulière. Les talas, ces incursions rapides et destructrices en territoire ennemi, ne servirent pas seulement à piller. Elles lui enseignèrent une leçon que la plupart des généraux de son époque ignoraient, l'importance vitale de la logistique. Il comprit qu'une armée ne se déplace pas sur ses pieds, mais sur son estomac et ses lignes de ravitaillement. Et il vit de ses propres yeux comment une force plus petite et plus agile, connaissant le terrain, pouvait saigner à blanc une armée bien supérieure. L'adaptabilité n'était pas une option, c'était la seule façon de survivre. Et dans les derniers moments de cette guerre exténuante, lorsque les armes se turent temporairement, Gonzalo démontra que son génie ne se limitait pas au champ de bataille. Il fut une figure clé dans les négociations finales pour la reddition de Grenade, traitant directement avec le dernier sultan Nasrid Boabdil. Là, aux antichambres de l'histoire, il se révéla aussi habile et persuasif avec la parole qu'il l'était avec l'épée. Grenade lui donna de l'expérience, lui donna du renom. Mais par-dessus tout, elle lui donna une vision complète de ce que signifiait la guerre sous toutes ses facettes. Et juste au moment où il semblait avoir atteint le sommet, le destin lui présenta un défi infiniment plus grand. Les rois catholiques l'envoyèrent en Italie, pour défendre leurs intérêts dans le royaume de Naples. Et en Italie, Gonzalo rencontra le futur. Il affronta les deux armées les plus modernes et les plus redoutées de l'époque. D'un côté, l'invincible cavalerie lourde française. Leurs gendarmes n'étaient pas de simples cavaliers. Ils étaient une avalanche de fer et de lignages, des nobles cuirassés de la tête aux pieds, montés sur des bêtes énormes, considérés comme la force de choc ultime, le marteau qui écrasait tout sur son passage. De l'autre côté, les carrés disciplinés et l'étau des piquiers suisses. Des mercenaires, certes, mais les meilleurs du monde. Un hérisson d'acier de milliers de lances de 5 mètres, une machine à marcher et à tuer, qui avançait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie, et contre laquelle la cavalerie traditionnelle était inutile. Le 28 juin 1495, près de Seminara, Gonzalo Fernandez de Cordoba affronta ses forces. Il fit ce qu'il savait faire. Il combattit de manière conventionnelle, à la castillane, en se fiant à la charge de sa propre cavalerie. Et il fut écrasé, balayé du champ de bataille. Ses forces furent anéanties, et il dut lui-même fuir pour sauver sa vie. Ce ne fut pas une simple défaite. Ce fut une humiliation absolue. Un échec si retentissant qu'il laissa une profonde cicatrice dans son orgueil. Mais cette cicatrice fut la leçon la plus brutale, et sans aucun doute, la plus importante de toute sa vie. Dans le goût amer de cette défaite, Gonzalo comprit une vérité fondamentale. Il ne pouvait pas gagner en jouant avec les règles des autres. Il ne pouvait pas vaincre la meilleure cavalerie du monde avec plus de cavalerie, ni le meilleur mur de piques avec plus de piques. Il devait briser les règles du jeu. Il devait créer ses propres règles. Et c'est là, dans le sillage du désastre, que naît la légende. Gonzalo se retire, analyse, réfléchit. Et de cette réflexion naît sa solution révolutionnaire, l'infanterie d'armes combinées, organisée en une nouvelle unité tactique qu'il nomma Coronelia, l'embryon direct des légendaires tercios espagnols. C'était une idée aussi simple dans sa conception que létale dans son application. Il intégra 3 types de soldats en une seule entité, chacun couvrant les faiblesses de l'autre. Premièrement, les piquiers. Ils formeraient un mur défensif, une enclume d'acier impénétrable,
pas nécessairement pour attaquer, mais pour recevoir et briser la charge de la toute-puissante cavalerie française. Ils étaient l'encre de son armée. Deuxièmement, les rodelleros. Des soldats équipés d'un bouclier rond, la rodella, et d'une épée courte. Ils étaient sa dague. Une fois que la charge de cavalerie s'écrasait et se désorganisait contre les piques, ou lorsqu'il fallait assaillir une formation de piquiers ennemis, vulnérables dans le combat au corps à corps, les agiles rodelleros s'infiltraient dans le chaos pour massacrer à courte distance. Et troisièmement, la clé de voûte. La pièce qui changea tout, les arquebusiers. Avant le grand capitaine, les armes à feu étaient un soutien, une nuisance, quelque chose de secondaire. Il vit leur véritable potentiel. Il les transforma en l'élément central et décisif de la bataille. Ils étaient le marteau. Il les déploya non pas derrière, mais sur les flancs, protégés par les piques, afin qu'ils puissent tirer des salves concentrées sur la cavalerie qui approchait, la désorganisant et semant la panique avant même qu'elle n'arrive au contact. Il comprit que le plomb pouvait tuer un noble chevalier tout comme un paysan, et que la peur du feu était une arme psychologique dévastatrice. Mais ce hardware militaire avait besoin d'un software pour fonctionner, et ce fut son autre grande révolution, la discipline et la logistique. À une époque dominée par des mercenaires versatiles qui changèrent de camp pour une meilleure offre, Gonzalo s'assura que ses hommes recevaient leur paie ponctuellement. La buena paga, la bonne paie, comme il l'appelait. Ce simple acte administratif transforma ses soldats. Il garantit leur loyauté, cimenta une discipline de fer et professionnalisa son armée. Ces hommes ne se battaient pas seulement pour de l'argent. Ils se battaient pour un général qui se souciait d'eux, qui les respectait et qui les menait depuis le front. Ainsi, en renaissant des cendres de Seminara, Gonzalo Fernández de Córdoba n'était plus seulement un vétéran de Grenade. Il était quelque chose de nouveau. Il était l'architecte d'une machine de guerre parfaitement huilée, avec un système tactique révolutionnaire et une armée professionnelle et loyale pour l'exécuter. Il était positionné non seulement pour gagner sa prochaine bataille, mais pour changer à jamais l'histoire de la façon dont les hommes s'entretuent. Le monde ne le savait pas encore, mais l'ère du grand capitaine venait de commencer. Avec son armée réformée, sa doctrine forgée dans le feu de la défaite et une nouvelle confiance en son système, Gonzalo Fernández de Córdoba retourne en Italie pour la Seconde Guerre de Naples. Cette fois, il n'est pas un général novice. C'est un innovateur, un architecte de la guerre sur le point de présenter son œuvre. Et son théâtre d'expérimentation ne pourrait être plus exigeant. De nouveau, l'armée française, considérée par tous comme la machine militaire la plus formidable du monde. Le grand capitaine était sur le point de déchaîner sa révolution, et l'histoire retenait son souffle pour voir le résultat. La première épreuve ne tarda pas à arriver. Au printemps de 1503, près de la petite localité de Sérignol, le destin les mit face à face. L'armée française, commandée par le duc de Nemours, était supérieure en nombre total et, surtout, possédait un avantage écrasant dans son arme de prédilection, la cavalerie lourde. Ils étaient assoiffés de sang, cherchant activement l'armée espagnole pour l'anéantir dans une bataille rangée, le type d'affrontement qu'ils gagnaient toujours. Mais Gonzalo n'était pas un sot. Il refusa catégoriquement de se battre selon les termes de l'ennemi. Au lieu de fuir ou de chercher une confrontation directe, il fit quelque chose de radicalement différent. Il choisit lui-même le champ de bataille. Il sélectionna une douce colline plantée de vignes, un terrain surélevé qui lui donnait un avantage naturel. Et alors, il ordonna à ses hommes de se transformer en ingénieurs. Durant toute une journée, sous le soleil des Pouilles, ils creusèrent. Ils creusèrent un fossé profond, et, avec la terre extraite, ils élevèrent un remblai, une muraille défensive. Ils transformèrent une simple colline en une forteresse improvisée. Son plan était d'une simplicité géniale. Il plaça ses précieux arquebusiers, le cœur de son nouveau système, derrière cette barrière protectrice. Et simplement, il attendit. Il laissa l'arrogance de l'ennemi être sa meilleure alliée. Et l'ennemi mordit à l'hameçon. Le soir du 28 avril, l'arrogante cavalerie lourde française, sûre de son invincibilité, chargea en haut de la colline. C'était l'image qui avait terrorisé l'Europe pendant un siècle.
un tsunami d'acier et de fureur qui s'attendait, comme toujours, à balayer l'insignifiante infanterie qui se dressait sur son chemin. Mais avant même qu'il ne puisse atteindre le fossé, avant qu'une seule lance ne puisse toucher un soldat espagnol, Gonzalo donna l'ordre. Et le monde changea. Une décharge coordonnée et massive de centaines d'arquebuses vomit un nuage de plomb et de feu. Le vacarme fut apocalyptique. La première ligne de cavaliers et de chevaux s'effondra dans un enchevêtrement de chair et de métal. La charge, privée de ses chefs et de son élan, s'arrêta net, confuse, terrifiée. Avant qu'ils ne puissent réagir, une deuxième décharge les balaya. Et puis une troisième. Ce fut un massacre méthodique, industriel. La fine fleur de la noblesse française, anéantie à distance par des soldats à pied. En moins d'une heure, la bataille était terminée. L'armée française ne fut pas vaincue. Elle fut anéantie. Les pertes espagnoles furent minimes. Cérignole ne fut pas seulement une victoire, ce fut une déclaration. Elle est considérée par les historiens comme la première grande bataille de l'histoire, remportée de manière décisive par l'infanterie équipée d'armes à feu. Ce jour-là, sur cette colline, le grand capitaine ne fit pas que défendre sa position. Il officia les funérailles de la cavalerie médiévale. L'ère du chevalier à cheval était terminée pour toujours. Après le choc de Cérignole, la guerre continua. Les restes du pouvoir français et l'armée espagnole se retrouvèrent dans une impasse, bloqués durant les derniers mois de 1503 sur les rives opposées du fleuve Garigliano. Ce n'était pas un champ de bataille, c'était un enfer marécageux. En plein hiver, sous une pluie constante, les deux armées se regardaient à travers l'eau et la boue. Le camp français, mal préparé pour une guerre d'usure, sombra dans le désespoir. Les maladies, le froid et la démoralisation causaient plus de pertes que n'importe quel combat. Mais sur la rive espagnole, la situation était différente. Ici, le génie de Gonzalo se révéla être plus que tactique. La discipline qu'il avait inculquée, la loyauté qu'il avait achetée avec la Buena Paga, maintint son armée unie et fonctionnelle dans des conditions inhumaines. Et tandis que l'armée française pourrissait lentement, il attendait son heure, maintenant le moral de ses troupes, et préparant en secret son coup de maître. Son plan était un chef-d'œuvre de tromperie. Il fit courir la rumeur qu'il se retirait, déplaçant certaines de ses troupes de manière visible pour que l'ennemi le croie. Les Français, épuisés et impatients de voir la fin de leur calvaire, se relâchèrent, mais c'était une farce. Tandis qu'il les trompait de front, le grand capitaine avait ordonné à ses ingénieurs de construire, dans le plus grand secret et à plusieurs kilomètres en amont du fleuve, un pont de bateau, une passerelle flottante cachée à la vue de l'ennemi. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 1503, au milieu d'une tempête glaciale, il déchaîna son piège. Tandis que les Français dormaient ou s'abritèrent de la pluie, la totalité de l'armée espagnole traversa le fleuve par le pont secret tel un fantôme. À l'aube, ils apparurent là où personne ne les attendait, sur les arrières d'une armée française totalement surprise, désorganisée et terrorisée. Il n'y eut pas de bataille, il y eut un effondrement instantané. La position française, qui avait résisté pendant des mois, se désintégra en quelques minutes. La surprise fut si totale, la panique si absolue, que la retraite se transforma en une fuite chaotique et désespérée. La poursuite espagnole fut implacable. Avec cette seule et audacieuse manœuvre, la dernière grande armée française en Italie fut rayée de la carte. Le royaume de Naples, le grand prix de la guerre, tombait définitivement et complètement entre les mains des Espagnols. Si Cérignole démontra que Gonzalo était un génie défensif capable de massacrer un ennemi supérieur, la bataille du Garigliano prouva qu'il était bien plus que cela. Ce fut la preuve qu'il était un maître accompli de la logistique, de la tromperie, de la guerre psychologique et de la manœuvre audacieuse. Il avait gagné un royaume pour l'Espagne, non pas avec un, mais avec deux chefs-d'œuvre complètement distincts, démontrant au monde qu'il était, sans l'ombre d'un doute, le meilleur soldat de son temps. Avec le royaume de Naples assuré, la guerre laissa place à la paix et le général devint gouverneur. Gonzalo Fernandez de Cordoba fut nommé vice-roi de Naples. Et à ce poste, il montra que son génie ne se limitait pas à la destruction, mais aussi à la construction. Il gouverna avec un mélange de fermeté et de justice, qui lui valut l'affection d'un peuple qui, peu de temps auparavant, avait été son ennemi. Il fut immensément populaire parmi les Napolitains, qui voyaient en lui un libérateur et un administrateur juste. Et il était, tout simplement,
adulé par ses soldats, des hommes qui avaient vu de près son génie, sa bravoure et son attention à leur égard. Au sommet de sa puissance, le grand capitaine n'était pas seulement le général le plus redouté d'Europe. Il était un prince de facto, aimé et respecté, au cœur de l'Italie. Mais la lumière que projetait sa figure était si intense qu'elle commença à créer des ombres dans sa propre patrie. À des milliers de kilomètres de là, en Espagne, le roi Ferdinand le Catholique, un monarque rusé et pragmatique, observait l'ascension de son général avec un mélange croissant de fierté et d'effroi. Le prestige de Gonzalo était immense, son pouvoir en Italie presque absolu, sa légende grandissait chaque jour, et le roi commença à sentir l'étreinte glaciale de la jalousie et de la méfiance. Il craignait que l'homme à qui il avait donné une armée ne soit devenu trop grand. Il craignait que le général qui lui avait gagné un royaume ne décide, un jour, de le garder pour lui. Ferdinand ne voyait plus son sujet le plus loyal, mais un rival potentiel, un pouvoir indépendant qui pouvait menacer sa propre couronne. La tension atteignit un point de rupture lors d'un épisode, réel ou légendaire, qui définit parfaitement la situation. Les fameux « contes du grand capitaine ». Le roi, cherchant à l'humilier et à réaffirmer son autorité, exigea qu'il rende des comptes détaillés pour chaque ducat dépensé durant la longue et coûteuse campagne d'Italie. Il voulait le noyer dans la bureaucratie, lui rappeler qui était le maître. La réponse de Gonzalo, cependant, ne fut pas celle d'un subordonné soumis. Ce fut celle d'un lion blessé dans son orgueil. Il présenta une liste de dépenses si ironique, si grandiose et si provocatrice qu'elle est entrée dans l'histoire comme un monument d'esprit et de sarcasme. Parmi ces postes de dépenses, on pouvait lire des choses comme 200 736 ducats et 9 réaux en frères, moniales et pauvres, pour qu'il prie Dieu pour la victoire des armes espagnoles, ou 100 millions de ducats en pioches, pelles et houes pour enterrer les morts de l'adversaire. Et la plus célèbre de toutes, 100 000 ducats en poudre et en balles. Enfin, il concluait le compte avec un dernier poste de 100 millions pour la patience d'avoir écouté le roi demander des comptes à celui qui lui avait offert un royaume. C'était une gifle donnée avec un gant de velours, une déclaration que sa victoire ne pouvait se mesurer en pièces de monnaie. Le message fut reçu. En 1507, le roi Ferdinand le rappela en Espagne. Officiellement, il fut reçu avec tous les honneurs d'un héros conquérant. Il y eut des défilés, des acclamations et des paroles aimables. Mais en pratique, ce fut la fin. Dans un acte d'ingratitude politique, il fut relevé de tout commandement, écarté de toute position de pouvoir et subtilement éloigné de la cour. L'architecte de la plus grande victoire de l'Espagne en une génération fut envoyé à une retraite forcée et amère, condamné à l'inaction. Le roi préférait avoir un génie en cage, plutôt que de risquer qu'il ne vole trop haut. Le grand capitaine se retira dans ses seigneuries de Loja, dans cette même Grenade, qui avait été son école militaire. C'est là qu'il passa ses dernières années, loin du fracas des batailles et des intrigues de la cour. Il mourut le 2 décembre 1515, tandis que le monde qu'il avait aidé à créer continuait de tourner sans lui. Pour le roi Ferdinand, le problème était résolu. Mais l'héritage d'un homme comme Gonzalo Fernández de Córdoba ne pouvait être enterré avec lui. En fait, sa véritable influence ne faisait que commencer. L'homme était parti, mais son système, sa révolution tactique, devint l'héritage immortel de l'Espagne. Ses coronelias, cette combinaison létale de piques, d'épées et de feu, furent la base exacte sur laquelle furent construits les tercios espagnols. Cette formidable et invincible formation d'infanterie, la meilleure du monde pendant 150 ans, fut l'outil qui assura l'hégémonie militaire de l'Espagne durant tout son siècle d'or. Les soldats qui conquirent l'Europe sous le règne de Charles Quint et de Philippe II marchaient, sans le savoir, au rythme qu'avait marqué le grand capitaine. Son impact transcenda même le champ de bataille. Il fut si profond que le penseur politique le plus important de l'époque, Nicolas Machiavel, l'étudia avec fascination. Il basa des pans entiers de sa célèbre œuvre, L'art de la guerre, sur les méthodes, la discipline et les innovations tactiques de Gonzalo. Le général espagnol n'a pas seulement gagné des batailles, il a écrit le manuel de la guerre moderne, un manuel que d'autres liraient pendant des siècles. Il consolida ainsi son statut final, non seulement comme un héros pour l'Espagne ou une légende militaire, mais comme l'un des grands capitaines de l'histoire.
Un homme qui trouva la guerre à l'état médiéval et la laissa, à sa mort, aux portes de la modernité. Alors, quelle est la place finale de Gonzalo Fernández de Córdoba dans le panthéon de l'histoire militaire? Quand on mentionne les grands capitaines, ces noms qui résonnent à travers les millénaires, son nom mérite d'être prononcé avec le même respect que celui d'Alexandre le Grand, d'Hannibal Barca ou de Napoléon Bonaparte. Car si eux ont bâti des empires, lui fut l'architecte principal de la puissance militaire espagnole qui allait dominer le monde pendant le siècle et demi suivant. Son héritage est une leçon magistrale qui, 500 ans plus tard, est encore étudiée. Ce fut la révolution de l'infanterie, lui rendant le rôle principal qu'elle avait perdu pendant 1000 ans. Ce fut l'utilisation systématique et décisive des armes à feu, non pas comme un appoint, mais comme le cœur de sa puissance offensive. La tranchée de Cérignol fut l'embryon de la guerre des tranchées, une leçon sur la manière dont la préparation du terrain pouvait neutraliser un ennemi supérieur. Et, par-dessus tout, son insistance sur la logistique et le moral de la troupe démontra que les batailles commencent à se gagner bien avant que la première épée ne soit dégainée. Mais le réduire à un simple commandant serait une erreur. Il fut bien plus que cela. Il fut un pur innovateur, un disrupteur qui n'a pas mieux joué au jeu de la guerre, mais qui en a changé les règles pour toujours. Il incarnait à la perfection l'idéal de la renaissance de l'homme d'armes et de lettres. Aussi létal sur le champ de bataille qu'habile dans la négociation. Aussi audacieux dans la manœuvre que profond dans la pensée stratégique. Bien sûr, des débats académiques existent. On discute pour savoir s'il fut l'unique et solitaire inventeur de ces tactiques révolutionnaires, ou s'il fut le génie qui sut observer, synthétiser et perfectionner des tendances militaires qui commençaient déjà à émerger en Europe. Mais ce débat, bien qu'intéressant pour les spécialistes, s'efface devant une réalité culturelle. En Espagne, et dans une grande partie du monde, sa figure de héros et de père de la guerre moderne est, et a été, pratiquement incontestable. En fin de compte, sa vie nous laisse un exemple intemporel, une double leçon qui résonne avec force aujourd'hui. D'une part, elle nous enseigne comment l'intelligence, l'innovation et la capacité d'adaptation peuvent et doivent l'emporter sur la force brute et la tradition sclérosée. Mais d'autre part, c'est le rappel amer que les plus grands héros, ceux qui livrent des royaumes et des victoires, sont souvent les premières victimes de la fragilité humaine, de la jalousie et de la méfiance des rois, même qu'ils servent avec loyauté. Et maintenant, c'est à vous. Après avoir suivi son incroyable trajectoire, nous voulons connaître votre opinion. Quel exploit du grand capitaine vous semble le plus incroyable? La révolution tactique qu'il a conçue à partir de zéro, la victoire défensive écrasante et parfaite à Cérignol, ou le pur génie de la manœuvre surprise du Garigliano? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si l'histoire de ce génie militaire vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires des grands capitaines qui, comme lui, ont forgé l'histoire de l'Espagne et du monde. À la prochaine bataille.